On a déjà en fait développé une application WebJ2E selon le patron de conception MVC. Et en gros, on a développé donc un contrôleur qui est tout simplement une servlet, okay, et un modèle qui représente une personne via son nom et son prénom, et qui permet en fait d'offrir cette méthode métier qui permet de retourner le nom complet avec le nom majuscule. Et on a développé également les vues. D'accord, en fait, il y a deux vues. La première, en fait, si vous voulez, c'est la vue formulaire. Ouais, elle est là. Et qui permet tout simplement d'afficher un formulaire. Bon, si le formulaire a été correctement rempli, on va passer à la vue non complet qui permet d'afficher le nom complet. Mais s'il y a des erreurs, on va afficher les erreurs, etc. Et tout ça, c'est géré par qui? Justement, par notre contrôleur qui est une servlette et qui, une fois appelé avec la méthode get, elle affiche la vue formulaire. Et si c'est appelé via la méthode de post, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère les paramètres, elle crée le modèle et puis elle vérifie la validité des paramètres. Et si tout va bien, si tout va bien, c'est le else. S'il y a un souci, donc si is parameter valide, c'est false, donc il y a un souci, en fait, on va revenir vers la vue formulaire, tout en affichant en fait les erreurs potentielles. Et puis si tout va bien, ben, tout simplement, on va vers la vue non complet, qui va afficher donc le nom complet d'une personne. Et bon, on a implémenté ça selon le patron de conception MVC et suivant les bonnes pratiques. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'expliquer également comment le contrôleur peut jouer le rôle de validateur, surtout lorsqu'on va faire ce qu'on appelle de la conversion. Parce qu'on sait très bien que les paramètres récupérés d'une requête HTTP, et leur type, c'est une chaîne de caractères. Bon, maintenant, il se peut que le type souhaité dans le modèle est autre chose. Et du coup, donc, le contrôleur, avant de créer le modèle, il doit faire les conversions nécessaires. Et justement là, lorsqu'on va essayer de faire la conversion, on peut tomber sur des cas exceptionnels où on trouve que la chaîne de caractères n'est pas convertible vers le type souhaité. Alors, pour illustrer toute cette idée-là, on va tout simplement améliorer notre application pour faire de sorte que la personne, en fait, au moment de remplir le formulaire, elle va préciser sa date de naissance. Et dans la vue non complet, on va afficher le nom complet, mais en plus, on va afficher l'âge, par exemple. Et là, l'idée, c'est que, puisque, en fait, on va récupérer la date de naissance, on va la récupérer dans le contrôleur sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, il va falloir essayer de la convertir en type local date, en l'occurrence, et on va voir que ça nécessite en fait un certain nombre de vérifications. Alors, donc on va commencer doucement, on va commencer probablement et logiquement par le modèle, parce que le modèle, ça représente les objets qu'on est en train de manipuler, les objets métiers, et l'objet métier, c'est personne, et dans personne, on va ajouter donc le champ du type local date, qui s'appelle date naissance. Okay, voilà. Local date, il faut l'importer, ça représente une date en fait. Ça vient du java.time, il faut importer local date du paquet java.time, d'accord. Et puis, bien sûr, à un certain moment, il faut avoir les getters et les setters. Donc, source, generate, getters and setters, pour la date de naissance. OK. Generate. Alors, generate, voilà. Donc, on a les get et set. Et en plus de ça, on va ajouter donc une méthode métier offerte par les objets du type personne qui permet de retourner l'âge. Alors, l'âge, ça sera, on va dire, un entier. Hein. Donc, get âge.
pour avoir l'âge, en fait, il suffit en fait de calculer la différence en termes de nombre d'années entre la date de naissance et la date d'aujourd'hui. Et en fait, en Java, on a en fait une classe qui s'appelle period. Ouais. D'accord. Donc là, il vous explique que c'est une classe qui permet de manipuler donc les périodes. Donc voilà. Et cette classe, en fait, period, voilà, elle permet en fait d'offrir un certain nombre de méthodes statiques, notamment la méthode between. En fait, la méthode between, elle permet de calculer la durée entre une date de départ, start date inclusive, and end date exclusive. Donc entre une date de départ incluse et une date de fin exclue. Du coup, bon, on ne va pas compliquer les choses. La date de départ, c'est la date de naissance, on est d'accord. Et la date finale, c'est la date d'aujourd'hui. Et ça, on peut l'avoir via la méthode now, en fait. localdate.now. Bon. Mais le souci, c'est que là, ce que cette méthode retourne, elle retourne une période. D'accord, elle ne retourne pas un entier. Mais heureusement, en fait, il y a en fait pas mal de méthodes qui permettent de convertir cette période-là en d'autres choses, notamment en termes de nombre de jours, de mois et d'années. Et je vais récupérer getUse qui permet en fait de récupérer le nombre d'années et le nombre d'années entre la date d'aujourd'hui et la date de naissance. En fait, ça représente donc l'âge. Donc voilà. Alors. Pour les gens qui ne connaissent pas donc, les classes localdate et period, je vous invite en fait vivement à regarder la documentation Java et jeter un coup d'œil sur l'API fournie par Java pour manipuler les dates et les périodes. C'est très très intéressant en fait. Ça simplifie beaucoup de choses en fait. Bref, donc on a ce qu'il faut, donc on a désormais une personne qui est décrite par un prénom, un nom, une date de naissance et qui offre pas mal de méthodes, notamment une méthode qui retourne le nom complet et une méthode qui retourne l'âge. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors maintenant, il faut demander à l'utilisateur de saisir le nom, le prénom, mais également l'âge. Donc on va logiquement aller vers notre formulaire et on va ajouter l'input qui permet de faire ça. Donc je vais copier-coller. Alors l'input, le type, en fait, on a plusieurs types HTML5 qui permettent de simplifier la saisie des dates, tout ce qui est saisie de date. Donc notamment, il y a le type date qui permet d'afficher un calendrier lorsque le navigateur le permet. Hein. On va appeler date, même date naissance. Hein. Et là, peut-être on va améliorer un peu les choses. Je vais revenir sur le placeholder, etc. Voilà. Alors, la valeur, bon, a priori, c'est... on n'a pas réellement besoin de ça. OK. Et puis, pour les erreurs, on va dire que l'erreur qui correspond à la date de naissance, et si elle n'est pas bonne, c'est erreur date naissance. Okay, on va essayer de suivre ce principe-là. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer en fait dans les deux premières versions de l'application, en fait, on utilise le placeholder pour indiquer ce que le champ est censé faire. C'est-à-dire, juste pour vous rappeler, si je lance l'application, voilà, donc run as, run on server, save. OK. En gros, voilà. Donc, en gros, le placeholder, c'est justement, c'est celui qui écrit ici prénom, nom, etc. Et du coup, ça permet d'indiquer, on l'a utilisé en fait pour indiquer ce qu'il faut mettre dans le champ. Mais réellement, c'est pas ça l'objectif de placeholder. L'objectif de placeholder, on va l'expliquer à travers le cas du date. En fait, normalement, on doit donner la forme de la date. Et
et la forme de la date, en fait, de mémoire, en fait, qui est retournée par le navigateur lorsque le champ c'est du type date, c'est année, 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 tiret mois, et puis tiret jour. Voilà. Donc normalement, on doit expliquer à l'utilisateur qu'il doit utiliser le moins pour séparer l'année du mois du jour, parce qu'on peut avoir d'autres séparateurs. Donc ça, c'est le format par défaut. Donc le placeholder permet d'expliquer c'est quoi le format de la date. Donc déjà, si j'enregistre ça, je ne sais pas ce que... Normalement, je ne suis pas vraiment obligé. Voilà. Donc là, on voit très bien qu'on explique à l'utilisateur qu'est-ce qu'il doit saisir. Bien. Donc, du coup, normalement, pour expliquer le champ il sert à quoi, on utilise quoi? On utilise un label. Bon, ça, c'est du HTML. Hein. Label. Et si on veut vraiment faire des choses correctement, on va dire for. For, par exemple, prénom. Et on va mettre prénom. Pardon. Prénom. Et le for, en fait, il fait référence à l'ID en fait, d'un champ, logiquement un input. Donc du coup, il faut faire id égal, il faut ajouter l'id, bien sûr. On va l'appeler prénom. Voilà. Et grâce à ça, en fait, si on regarde un peu ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un prénom, et lorsqu'on clique sur prénom, voilà, il est associé à ce champ d'input qui est là. Okay, voilà. Et du coup, donc, si je reviens ici, on n'a plus besoin du placeholder. Donc on peut simplifier un peu le truc. Okay. Et on va faire pareil donc, pour le reste. Donc on va faire un label pour le nom. Voilà. Et là, il faut mettre nom. Et là, il faut remplacer ça par un ID nom. Et puis, même chose pour la date de naissance. On va appeler ça date naissance. Alors, date de naissance. Et puis, là, on va garder le placeholder, mais on va ajouter l'ID qui permet de préciser c'est quoi le champ associé au label. Donc, date naissance. Donc, grâce à ces modifications-là, si on regarde ici, on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Très bien. Bon, puisqu'on est en train un peu de travailler sur cette vue formulaire, peut-être ça vaut la peine également justement d'ajouter une feuille de style, de voir comment ajouter une feuille de style. Donc ça, c'est pas très compliqué non plus. Donc c'est la balise link, rel égale style sheet. Et finalement, on peut mettre également le type text CSS, mais bon, c'est pas obligatoire. On va mettre le href et on va dire a priori où on va mettre le truc. On va le mettre dans un répertoire CSS. On va l'appeler index.css. Ok, voilà, très bien. Et alors, du coup, voilà, ça c'est le web app, le répertoire racine des ressources web, dans lequel on a déjà en fait un répertoire CSS. S'il n'y a pas, il suffit de le créer, hein, new folder. Hein, on va l'appeler CSS par exemple. Et puis dedans, on va faire un new CSS file. Alors si vous ne trouvez pas ça, vous allez vers Other et vous cherchez CSS, voilà, CSS file. Okay. Alors je vais l'appeler index.css. Voilà. Bon, je ne vais pas faire grand chose dedans parce que c'est pas l'objectif de toute façon de ce petit tutoriel. Mais par exemple, on peut aligner les labels. Vous voyez ici, c'est pas très joli. Il faut aligner les champs. Une façon assez basique, c'est de dire toute balise label
Par exemple, elle aura un certain width. Alors, je ne sais pas de combien, on va dire, je sais pas, 150 pixels, par exemple. Et bon, a priori, ça va pas marcher directement sur la balise label parce que la balise label, elle a un display de type inline. Donc il faut peut-être changer également le display, sinon on risque de ne pas voir l'effet. Donc inline block, ça fait l'affaire. Inline block, ça fait l'affaire. On va le garder inline, mais il va avoir le comportement d'un bloc. Du coup, un bloc, on peut lui donner une certaine largeur. Et puis, peut-être on va faire la même chose pour les inputs. D'accord? Donc pour l'input, parce que là également, les inputs, la taille, on peut essayer de faire des choses homogènes. Alors l'input, il est déjà de type bloc, inline block, je pense, ouais, inline block. Donc il suffit de mettre width, on va dire 150 pixels. Et en principe, c'est bon. Donc si je fais ça, voilà, c'est pas mal. Bon, après, si on veut jouer un peu encore, parce que c'est toujours sympathique le CSS. Hein. Je sais pas, par exemple, on va aligner le texte à droite. Donc on va dire texte quoi? Align. Oui, texte align, right. Et ce qu'on peut faire également, donc ça c'est bon, voilà. Alors ce qu'on peut faire également, peut-être également agrandir un peu ce bouton-là. Bon, qui est un input, mais c'est pas n'importe quel input. C'est l'input dans le type, et le type c'est submit bien sûr. Donc on va dire submit. Donc uniquement pour les inputs de type submit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire le width. Et alors, normalement c'est un peu plus que 300, on va dire 310, parce qu'il y a le padding et comment s'appelle enfin l'espacement entre les éléments. Donc si je regarde ici, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai enregistré? Ouais. Donc normalement c'est bon. Alors je vais essayer quand même d'ouvrir dans un navigateur externe. Bon, je vais pas passer des lustres là-dessus, mais ouais. Ok. Ok. Alors, ouais. Bon, il prend pas en considération le truc que j'ai mis. Bon, ça c'est pas important. Et si je prends l'élément submit, voilà. On dirait qu'il n'a pas pris en considération ce qu'on a indiqué. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça c'est pas très important. Allez, on va laisser ça à côté. Peut-être également on va profiter pour créer une classe pour les erreurs. Et ça sera sympa que les erreurs s'affichent en fait en rouge par exemple. Donc color red. C'est-à-dire vous rappelez ici à chaque fois que qu'on fait, enfin qu'on essaie de valider le formulaire alors qu'on n'a pas rempli tous les champs, ben vous voyez, il me dit champ obligatoire. Ça sera bien que ça s'affiche en rouge pour qu'on détecte rapidement les erreurs. Et peut-être également je vais réduire un peu la taille du texte. Donc font
Font size, bon, je sais pas, on va mettre medium ou même small. Voilà. Et après, il faut dire que, il faut expliquer que les erreurs sont dans un comment il s'appelle c'est pas un div, c'est un span. Span, ouais. Alors, pourquoi un span, voilà. Un span. Et ce span-là, on va lui donner comme classe erreur, erreur, voilà. Ok, ça c'est bien. Je vais faire ça pour tous les erreurs. Ok, span et erreur. Voilà. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ferme la balise span. Le tour est joué. Si je regarde ici, bon. Peut-être il faut relancer. Alors, ok, le start, afin que de prendre en considération tous les changements. Enfin, tous les changements, voilà. Non, il fait rien. Et si je regarde ici, non, il prend pas le truc en rouge. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, dans index, j'ai dit erreur. J'ai mis erreur à la fin S. Et je suppose que ici j'ai mis le classe et erreur. La classe et erreur. Donc c'est pour ça. Donc afficher, voilà. Là c'est mieux. Voilà. Vous voyez les erreurs en rouge. Ben pas mal, pas mal. Bien. Alors maintenant on va normalement travailler sur le contrôleur. Moi, ce qui me dérange un peu quand même, que sur le bouton Submit, ça n'a pas fonctionné le truc. Ça me gêne un peu. Et je vois pas pourquoi en fait. Qu'est-ce qu'on a fait de mal là? Ok. Commencer. Afficher. Bon, c'est pas grave, allez, tant pis. Donc du coup, c'est pas la peine de le garder, le truc. D'accord. On peut créer une classe, hein, classe bouton. Et on va dire bouton c'est avec un width de 310 par exemple pixels. Voilà. Et ce que je peux faire par la suite, c'est de dire que le input de type submit a comme classe bouton. Ah, je ne sais pas ce que ça prendrait fait tout de suite. Pardon. Ouais, recommencer. Voilà. Pas mal. Ok. Bon. Alors, on a terminé avec l'index.css. On a terminé, a priori, avec le formulaire. Et on peut terminer le nom complet. Le nom complet, à la fin, en principe, qu'est-ce qu'il doit afficher? Il va afficher votre nom complet et votre âge, donc votre âge, et enfin on va mettre l'âge. Et vous rappelez, pour avoir l'âge, on a créé une méthode dans personne qui permet de retourner l'âge, donc getAge. Donc on va mettre âge. Voilà. Donc a priori, ça c'est justement ce qu'il faut mettre dans
dans non complet. Bon, bon, ici il vous dit il y a une erreur, mais c'est pas vrai. Je pense que ouais, non. A priori, il n'y a pas d'erreur, mais voilà, ça peut arriver. Que Eclipse en fait affiche des erreurs qui n'existent pas. Bon, maintenant pour le moment, toutefois, il faut traiter donc cette notion de date et de naissance, la traiter dans notre contrôleur. Alors dans le contrôleur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Au niveau des paramètres, on a un nouveau paramètre qui s'appelle date naissance, donc param date naissance, qui s'appelle en fait date naissance. Et puis voilà. Alors pour la méthode doget, il n'y a rien à ajouter en fait. Okay. Alors, et on va travailler sur la méthode de poste. Alors dans la méthode de poste, a priori, lorsqu'on récupère les paramètres, il y a le paramètre date naissance. Okay. Qui sera récupéré, donc get paramètre, et le paramètre c'est le paramètre date naissance. Voilà. Et juste pour en être sûr du format, si vous voulez, on peut faire un system out println hein, pour regarder en fait qu'est-ce que ça retourne du navigateur. Et ok. Et du coup maintenant, si j'essaie de lancer le formulaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais également afficher la console en fait pour voir les outputs. Alors je vais rien mettre comme prénom, comme nom, je vais juste mettre une date de naissance. Et ce qui se passe, c'est que si je mets bonjour, vous voyez, on récupère bonjour. Et ça, c'est pas bien, c'est pas une date de naissance. Alors pourquoi ça passe ici? Parce que tout simplement, le navigateur intégré dans Eclipse ne supporte pas à 100% le HTML5. Par contre, si je prends celui-là, c'est-à-dire par exemple Chrome, alors dans Chrome, lorsque vous cliquez sur la date de naissance, donc vous choisissez une date. Okay, donc vous choisissez une date selon l'année, etc. Pardon. Donc voilà. Je pense que... Alors, je sais pas, on ne peut pas sauter les années directement. Donc, ouais. Voilà. Des trucs comme ça. Vous voyez. Bon, choisis une date. Le 1er avril 2019. Et ouais, bon, le format, c'est pas avec des tirets, mais si je fais afficher non complet, et si je regarde dans la console, vous voyez ici en bas, c'est bien année, 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 et puis tiret, mois, mois, puis tiret, jour, jour. Donc c'est ça le format ISO qui est retourné, même si dans le navigateur, on voit qu'il utilise des tirets comme ça parce qu'il a détecté que mon système est français, donc du coup, il sait que ça c'est le format d'affichage français. Mais ça c'est pour l'utilisateur final. Mais dans la cuisine interne, ben, il est en train d'envoyer en fait une chaîne de caractères qui correspond au format ISO. Bref, donc, une fois qu'on est conscient de cette situation-là, donc on va essayer donc de faire le nécessaire pour en être sûr que ce qui est envoyé est conforme à ce qu'on attend. Donc, ce qu'on va faire, on va un peu modifier les choses. On va créer toujours le modèle, et puis on va vérifier la validité des paramètres. Et pour vérifier la validité des paramètres, on va un peu améliorer notre code d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en gros? Alors, à mon avis, il faut faire une méthode par paramètre. D'accord? Donc, en fait, c'est-à-dire if is prénom
non, ou pas, par exemple is valid. Voilà. Si le prénom est valide. Et pour valider le prénom, qu'est-ce qu'on doit envoyer? On doit envoyer justement le prénom à cette méthode-là, qu'on va créer par la suite, qui n'existe pas encore, et le map d'erreur, afin de pouvoir justement faire le traitement. Alors, si tout va bien, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une parenthèse de plus. Si tout va bien, on va tout simplement mettre le paramètre dans l'objet. Si tout va bien, si le prénom est valide, on va ajouter le prénom à la personne. Alors, comment vérifier qu'un prénom est valide? Donc, il nous faut une méthode. C'est cette méthode-là. Et cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va tout simplement vérifier deux choses. Si vous voulez, elle permet de vérifier que ce n'est pas un champ vide, déjà. Et puis également, on peut vérifier d'autres choses supplémentaires, par exemple que le prénom contient au moins 2 ou 3 caractères, des choses comme ça. Alors pour le moment, on va rester simple, on va vérifier que ce n'est pas un champ vide. Alors, if is param vide. Si c'est vide, qu'est-ce qu'on va faire? Si le paramètre est vide, en fait, on va retourner false déjà. Mais avant de retourner false, on doit préparer un message d'erreur. Donc, dans le map d'erreur, on va faire put. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre erreur prénom. Et le message, c'est, je me rappelle, c'est champ obligatoire, oui. Donc, c'est champ obligatoire. Okay. Pardon. C'est champ obligatoire. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on a une méthode spécialisée dans le traitement des prénoms. Elle prend le prénom. Si le prénom est vide, on va créer l'erreur prénom et on va retourner false pour dire ce n'est pas un paramètre. On va retourner pour dire false, c'est pas un prénom valide. Si tout va bien, on va retourner true, c'est-à-dire tout simplement quoi? C'est-à-dire que le prénom est valide. Alors pour que ça fonctionne, on a besoin de cette méthode-là. La méthode qui permet de vérifier qu'un paramètre est vide. Alors, un paramètre est vide à quel moment? C'est bien sûr, ça doit prendre un paramètre, ok? Donc, c'est qui est une chaîne de caractères. Et qu'est-ce qu'elle va faire? On va tester sur ce truc-là. Donc, en gros, elle va retourner le résultat de quoi? De cette expression booléenne, c'est-à-dire si le param égale null ou le param envoyé .string.length est égal 0. Alors, si on a ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le paramètre est vide. Donc, ça va retourner true. OK? Si ni l'un ni l'autre n'est vrai, d'accord? Dans ce cas, le paramètre n'est pas vide. Donc, ça va retourner false. Si param donc égal à null ou param.string.length est égal 0, donc c'est un paramètre vide. Et voilà, donc c'est une méthode qui fait l'affaire. Et du coup, l'ancienne méthode isParamètre à la fin sValide, on n'a plus besoin d'elle. On va tout simplement créer une méthode par paramètre. Okay. Donc, si le prénom est valide, on a une erreur qui va s'ajouter ici. Et puis on va... si le prénom est valide,
Si le prénom est valide, on va ajouter le prénom au modèle, il n'y en a pas d'erreur. Si le prénom n'est pas valide, de toute façon, il y aura une nouvelle erreur dans le map error, et on ne va pas faire cette opération. Ok? Donc, on va faire la même chose pour quoi? Pour les deux autres paramètres, c'est-à-dire pour le nom. D'accord? Cet nom et là, c'est non. Et la méthode isNonValide, c'est une méthode qui est exactement comme la méthode de prénom valide, c'est-à-dire à peu près la même logique. Hein. Il n'y a rien de spécial. Voilà. Juste l'erreur, ça s'appelle erreur non. Et le paramètre s'appelle non. Voilà. Ok. Alors, et troisième méthode qu'on a besoin de faire, c'est celle qui sera réservée à quoi? C'est pas au nom, c'est pas au prénom, mais à la date naissance. Is date naissance valide. Et on va passer la date naissance. Ok? Bah, très bien. Et si tout va bien, bah, on va cette date naissance et on va mettre ici. Alors, on va mettre quoi? On va mettre la date de naissance. Alors, on peut pas. Alors, si tout va bien, si la date de naissance est valide, donc elle suit le format qui est ici. Donc, on a le droit de créer la date. Donc, ce paramètre-là est valide. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est une chaîne de caractères. Et notre méthode setDateNaissance, qui est dans le modèle, elle attend un paramètre de quel type? Enfin, c'est un paramètre de type localDate. D'accord? Donc, il faut passer d'une chaîne de caractères vers localDate. Et ça, c'est le rôle de qui? C'est le rôle, encore une fois, du contrôleur de faire ce travail-là. C'est la raison primordiale de cette vidéo, c'est de vous dire que justement, le contrôleur, il peut jouer un rôle de conversion. Validation et conversion. Là, on va faire la conversion. Alors, si tout va bien, il faut envoyer une date, local date, à cette méthode-là. Alors, comment on fait ça, en fait? Pour passer d'une chaîne de caractères à local date, on utilise la méthode parse, et à parse, on passe la date de naissance. Mais il faut faire attention. Si la date de naissance qui est envoyée ici n'est pas bonne, c'est-à-dire ne suit pas ce format-là, le format ISO, ben, ce code-là va déclencher une exception et on va voir l'erreur 500. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne va faire cette opération-là, et en particulier celle-là, que si on est sûr que la date de naissance est valide. Donc, cette méthode-là est très importante pour permettre par la suite de ne pas avoir des surprises. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, première chose, on va vérifier, donc, si is param vide, donc, date naissance. Donc, si, en fait, l'utilisateur a oublié de marquer ou de préciser la date de naissance, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va faire comme ici, c'est-à-dire tout simplement, on va arrêter le traitement, on va créer l'erreur et arrêter le traitement dans cette méthode-là. C'est-à-dire, on va créer l'erreur date naissance, on va dire ici, en gros, champ obligatoire, oui, c'est un champ obligatoire, la date de naissance, et retourner false, pour dire que la date de naissance n'est pas valide, en fait. Ça retourne false, c'est pas tout. Sinon, alors, sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? D'après vous. En fait, sinon, on va essayer de faire ceci. On va essayer, faire un try, de appliquer la méthode parse de local date à cette chaîne-là. Et si ce traitement-là,
Voilà. Si ce traitement-là déclenche une exception, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le format n'est pas correct. Pardon. C'est-à-dire que le format n'est pas correct. C'est-à-dire on n'a pas suivi ce format-là. C'est-à-dire par exemple on a envoyé bonjour. Bonjour. Si on n'a pas écrit bonjour, on aura l'erreur champ obligatoire. Maintenant, si on écrit bonjour, on doit avoir une autre erreur qui me dit tout simplement, ben ça c'est pas un format valide. Donc, il faut faire erreur.put erreur date naissance, voilà. Et là, format de date invalide. Voilà. Là, c'est le problème, c'est que le format de date est invalide. Ok. Très bien. Ben, maintenant, si le paramètre n'est pas vide, d'accord, et dans le else, ça n'a pas déclenché d'exception. Alors, bien sûr, si l'exception se déclenche, il faut mettre l'erreur et faire return false, c'est-à-dire, pourquoi faire return false? Parce que la date de naissance n'est pas valide, parce que le format est invalide. Bah, maintenant, si on n'a pas sorti à ce niveau-là de la méthode, et également si on n'a pas sorti à ce niveau-là de la méthode, c'est-à-dire tout va bien, c'est-à-dire la chaîne de caractères date naissance n'est pas vide, et elle a un format correct. Si tout va bien, donc il faut retourner quoi? Il faut retourner tout. Ok? Très bien. Ben voilà, on a donc ce qu'il faut. Donc ça c'est la méthode isDateNaissance valide, isNon valide, isPrénom valide. Et avec cette démarche-là, ce qui est bien, c'est que si le cahier de charge change par la suite, par rapport au format de date, par rapport au format du nom, du prénom, etc., ben c'est simple, il suffit de changer dans l'une de ces méthodes-là. Et maintenant, revenons à notre contrôleur. Alors, le contrôleur, il va vérifier à chaque fois est-ce que le format est valide du paramètre. Et si tout va bien, ben, il crée le modèle. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout simplement, ce qu'il faut faire, bon, on peut supprimer tout ça. Si il y a des erreurs, si après ces validations-là, on a trouvé des erreurs, donc restez sur la page formulaire en envoyant l'objet personne et surtout les erreurs. Okay. Donc, comment détecter est-ce qu'on a des erreurs ou pas? C'est très simple. If erreur.size est strictement supérieur à 0, donc on a des erreurs. Si on a des erreurs, donc on a dit qu'est-ce qu'il faut faire. On va faire request, pardon, voilà, request.set attribute, l'attribut c'est erreur, erreur, voilà. Et on va mettre dedans le map erreur. Et on a dit également qu'est-ce qu'on va faire, on va envoyer l'attribut personne et dans lequel on va mettre personne. Ben, génial. Et puis finalement on fait l'aiguillage request get request dispatcher et on va aller vers la vue enfin rester sur la vue formulaire si vous voulez point forward et puis voilà, on a tout ce qu'il faut. Sinon maintenant, sinon c'est-à-dire ben il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, ben, enfin on va faire tout simplement, on va mettre la personne qui contient toutes les données dans l'attribut et on va aller vers la vue non complet. Ok, ben, c'est bien ça. Voilà. Allez, on teste tout ça. Espérons qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc voilà. Généralement, c'est rare que ça fonctionne du premier coup. Après
temps de modification. Allez, j'y vais. Non complet. Alors, pour le moment, on n'a pas encore de soucis. Donc, je mets rien. Il me dit 3 champs obligatoires. Je mets le prénom. C'est bon. Et je l'ai récupéré en plus. Là, il me manque le nom. Si je mets des espaces également, on reste sur l'erreur. Donc, je vais mettre Farhat. Et maintenant, la date de naissance. Si je mets des espaces ou rien, toujours champ obligatoire. Si je mets bonjour, on me dit format de date invalide. Si je mets maintenant une date, on va dire, je vais tricher un peu quand même. Hein. Je veux dire 2000, sur ma date de naissance, bien sûr. Et puis septembre, voilà. Affiché. Et voilà. Votre nom complet est Ramzi Farhat et votre âge est 21, c'est bien 21. Okay. Donc, voilà, avec ça, on a pu donc créer tranquillement une application J2E MVC avec pas mal de choses sympathiques.